Alors là, il y a un truc qui est sûr. Bonsoir, alors c'est... L'inauguration d'un nouvel... Oui, il y a des changements. Des changements. Pour ce qui est du côté traiteur et bar, c'est rustique, start-up. Mais si vous me permettez, la qualité est là. Oui. La qualité, le pinard est bon, en particulier le budget. C'est un vin du Jura, en fermentation naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bricolage comme dans le champagne. Et puis, le degré d'alcool, je sais que ça ne concerne pas, parce que Nico ne boit pas. Pas du tout. On va en parler. Les accidents. Une certaine forme de religion. Il va rentrer chez lui en moto. Et puis pour conduire en course, par exemple. Il ne faut pas boire. Le budget, même si le budget est bon, il faut pas. Alors le budget, l'avantage du budget, si vous faites un barbecue, servez le budget à l'apéritif parce que c'est 8 degrés seulement par rapport aux 12 degrés, 13 degrés, 14 degrés, et donc vos invités ne seront pas bourrés. Quant aux pizzas, c'est Harry's. Je ne fais pas leur pub, mais je vous recommande quand même Harry's. Et en particulier la pizza baked potato. Parce que Elle était bonne. Ouais, Oui, original. très bonne. c'est original. C'est un peu comme un truc du Nord là, qui s'appelle la... Ouais. Allez, La tartiflette, non? La tarte au Ça, c'est vin. la tartiflette. Ouais, on est La là. flamiche. C'est la Savoie. Ouais, c'est Savoie plutôt, hein? C'est la Savoie. Ça va savoir. C'est un peu chose. Quant au reste, la commune des ustensiles de Costco. En tout cas, merci de votre patience. On va un peu adapter la formule. En tout cas, ici, on a été très bien reçus. Marquez-moi, comme on a été désolé de l'augmentation progressive des tarifs au Pullman, parce que Sofitel, c'est pas assez cher. Donc, il fallait changer le nom pour faire plus cher. Et donc, ils augmentaient les tarifs, ils diminuaient la qualité ou la quantité du buffet. Donc, on a décidé. Donc, les deux témoins de Jéhovah, Marc Versen et moi, on est allés sonner à la porte ici, et on leur a demandé est-ce qu'on pourrait avoir, parce qu'on savait qu'il y avait cette salle était utilisée pour des films, des festivals de films français, donc on avait une petite idée dans la tête, est-ce qu'on peut louer la salle? Oui. Comment ça, oui? Ben oui. Est-ce qu'on peut avoir tous les lundis, le premier lundi du mois? Oui, sauf de 8 mètres, parce que c'est pris. Et puis les prix des films de concurrence, on a une personne qui nous aide avec la salle. On va essayer de perfectionner un peu la formule, d'attirer davantage de monde. Il y a l'avantage du train. Il est parti. Caltrain. Parce que ce qui était comique au Sofitel, je dis toujours au Sofitel, c'est qu'on avait une machine pour valider les cartes de parking qui ne marchaient jamais. Voilà. Je ne sais pas encore qui sera l'invité le mois prochain. Et aujourd'hui, nous accueillons Nico Frondet. Alors, Nico est il a une longue, une incarnation. Mais heureusement, je suis encore plus vieux que lui. J'ai l'âge de sa maman. Nico a une longue carrière de pilote et d'instructeur. Bon, si on peut en parler de sa vision de ce qu'il faut faire pour conduire en sécurité, à la fois sur les circuits, si c'est ça qui vous intéresse, c'est une bonne activité parce qu'il y a peu de chances de se faire des blessures sur un circuit. C'est comme ça que c'est organisé. Le plus
plus important encore, il y a comment conduire au quotidien et éviter. Voilà. Alors, Nico, où est-ce que tu es né? Alors, je suis né à Melle, près de Niort, dans les Deux-Sèvres. Et c'est donc tous les gens que tu connais là-bas ont voté. Je ne sais pas, aucune. Comme il faut. Et comme on disait, ma famille est d'Épernay. Et dès l'âge de 6 ans, mes parents sont déménagés. Donc, il y a longtemps que j'ai perdu trace, c'est passé aux Deux-Sèvres. Ton père a déménagé au Brésil parce qu'il était ingénieur dans les process chimiques. Donc, en particulier, son rôle, c'était de démarrer les process. Oui. De les mettre en place, de les débugger, si on veut utiliser ce mauvais concept. Et donc, je me souviens que tu m'as dit que tu as fêté ton 6e anniversaire sur le bateau. Sur le bateau. Quelque part entre Gibraltar et Chassor. Et alors, le pilotage, c'est né comment dans ton trip? aucune idée. Déjà, même en France, donc on est parti, j'avais 6 ans, quand les gens nous posaient la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» et tout, la plupart des petits bonhommes répondent quelque chose comme pompier ou… Ouais, non, je vais pilote de course. Mes parents, qu'est-ce qu'on va faire dessus? Eh bien, ça ne m'a jamais quitté, malheureusement pour eux, d'une certaine façon, parce que tout au long de mon adolescence, etc., je me réveillais comme ça. J'ai passé mon temps à éplucher des magazines, regarder la télé et à attendre de pouvoir courir. Tu as commencé à courir à quel âge? J'ai commencé à courir à 17 ans, quand j'ai fini le lycée, quand j'ai fini mon bac. Oui, tu as passé les deux systèmes, c'est le bac français, et ce que tu appelles le vestibulaire. Vestibulaire, C'est rigolo. c'est-à-dire le vestibule vers l'université. Ouais. C'est cool, on n'a pas vraiment de diplôme qui finit et qui clôture le primaire, mais on a un diplôme qui nous permet de sélecter l'entrée dans l'université, c'est un concours global. Et en fonction des nombres de points qu'on a, on va là, ou là, ou là, ou là, etc. Et donc, Tu étais censé faire de la mécanique? oui, vu ma passion, j'ai essayé de rentrer du côté ingénieur mécanicien. Je suis rentré dans une école, mais je ne suis jamais allé. À la place, je suis allé direction le circuit d'Interlagos et j'ai commencé à frapper aux portes pour voir si quelqu'un avait besoin d'aide. Alors, explique le circuit d'Interlagos, parce que tout le monde ici n'est pas fan de Formule 1, mais c'est un circuit historique. Oui, c'est le circuit de São Paulo, c'est le circuit aujourd'hui, il s'appelle José Carlos Pachi, qui était un des premiers Brésiliens qui a couru en Formule 1. C'est là où Ayrton Senna a fait ses premiers tours de roue en kart, tout comme moi, lui quelques années auparavant. C'est le circuit qui aujourd'hui est l'endroit où la Formule 1 va toujours. Il y a eu quelques années, 81 à 88 ou 9, c'était à Rio, et puis c'est revenu à Interlagos. C'était aussi, j'ai quand même eu une exposition à la Formule 1 en 1980. Avec mes parents, on est allé au Grand Prix du Brésil. Les deux Renault étaient en pole position, Villeneuve était 3e, il était en tête au premier virage. Puis les Renault les ont doublés, René Arnoux était en tête et la voiture est partie en fumée comme c'était souvent le cas à cette époque-là. Finalement, Jean-Pierre Javelli a gagné. Non. Non, il a cassé aussi à la fin, puisque la première… Non, il a gagné. C'était en 79. La première victoire de Renault, c'était en 79 au Grand Prix de France. Si vous suivez la Formule 1, il y a toujours une vidéo qui ressort où il y a eu une bataille entre René Arnoux chez Renault et Gilles Villeneuve chez Ferrari. Ils ont touché leur roue 5 ou 6 fois pendant les 3 derniers tours, etc. Finalement, Villeneuve l'a emporté. Mais en fait, celui qui a gagné le Grand Prix, c'était Jean-Pierre Javelli, qui était 15 secondes en avant, et c'était la première victoire de Renault en Formule 1. Personne ne se souvient de ça. Tu avais quel âge? J'avais 10 ans. J'avais 69, j'avais 10 ans. Et donc, tu étais devant le poste de télévision? Complètement. Le premier Grand Prix que j'ai vu, c'était Monaco 70, à la télé.
tombé dessus par hasard. Oh, plus décroché. Est-ce que je peux faire un commentaire négatif sur le Corby Monaco sans risquer de me faire échapper à la sortie je trouve que c'est pas une course pas très intéressante. C'est une course qui est médiatisée, il y a tout un historique, mais on ne peut pas courir. C'est une course qui est complètement absurde aujourd'hui en Formule 1. La vitesse à laquelle ils vont, c'est une procession, on ne peut pas doubler. J'y étais 3 ans d'affilée, 2 ans je devais y courir en Formule 3. Ça ne s'est pas passé, c'était une course hors championnat, donc il n'y avait pas de raison de dépenser du budget pour le faire. Mais j'ai eu l'occasion malgré tout de balader tout le tour. C'est fou, c'est absolument fou de courir là, même si les voitures sont tellement sûres que le côté danger est matériel plus qu'il n'est autre. Mais par contre c'est un spectacle et c'est le Grand Prix Formule 1 que tout le monde veut aller voir. Même si en tant que spectateur, on voit un virage très bien, mais on voit rien d'autre. Il y a les essais, les places de départ, la grille de départ est déterminée. Le Bernard Dirac, de toute façon, c'est toujours comme ça. Bon, alors dis-moi, aujourd'hui, je saute en avant. Oui, on va Surtout sur le projet. Aujourd'hui, tu cours, et Yannick Roquemont, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a dit que tu vas faire un podium. Et puis tu es aussi instructeur. Pourquoi est-ce que tu es instructeur? Est-ce que c'est uniquement pour bien établir ce qui est respectable, ou est-ce que tu as une autre motivation? Non, il y a deux faces de ça. Bien sûr, c'est pour gagner ma vie et ça me donne une façon de continuer. C'est la chose que l'on peut faire en tant que jeune pilote professionnel. On enseigne tous, on est tous moniteurs d'école de pilotage. Si je suis devenu si pointu de ce côté-là, c'est parce que c'est aussi ma passion. J'aime enseigner, j'aime partager ma passion avec les autres. Et plus les gens comprennent que le sport auto, c'est beaucoup moins une question de courage, une question scientifique, plus on l'apprécie tous. Oui, non, c'est les deux. J'aime enseigner. Alors justement, qu'est-ce que je m'inscris à un de tes cours. Qu'est-ce que tu vas me dire? J'arrive. Bonjour, mon cher. Mais on va commencer d'abord par vous expliquer comment utiliser la voiture, parce qu'on est la seule école au monde qui utilise une voiture aussi pointue. On a une monoplace de Formule 3 turbo qui est capable de tirer jusqu'à 3G en courbe et en freinage. Mais, et c'est ça la beauté d'une monoplace de course, contrairement à une voiture comme toutes celles que vous conduisez, quand vous roulez dans la rue, il se passe un tas de choses dans la voiture, auxquelles vous êtes habitué. Mais aucune de ces choses ne sont en fait la limite de la voiture. Donc vous sentez les bosses, quand vous tournez, la voiture se bouge dans un sens, dans l'autre, mais à aucun moment, ceci est la limite de la voiture. Une monoplace de course, ça ne fait rien. Ça ne fait rien jusqu'à temps que vous soyez à la limite. Donc en fait, vous pouvez progressivement aller chaque fois plus vite à votre niveau. La voiture fait rien. Vous tournez, elle tourne. Il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de tangage, il n'y a pas de bosse. Vous freinez, elle s'arrête. Vous accélérez, elle avance. Il y a une boîte de vitesse à gérer un petit peu. C'est une chose à voir. Et quand vous approchez la limite, là, d'un seul coup, elle commence à vous parler. Donc c'est très très clair et c'est pour ça que toute école de pilotage qui vraiment est une vraie école de pilotage dans le monde utilise des monoplaces. C'est vraiment l'outil le plus pur pour apprendre à piloter. Et 100% de ce qu'on vous apprend s'applique sur les voitures de tous les jours, mais seulement quand vous allez essayer d'en extraire le maximum de votre performance. Et en général, c'est quand vous essayez de sauver votre vie ou celle de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on roule, rien ne se passe, on est loin en dessous de la limite, mais c'est statistiquement la chose la plus dangereuse qu'on fait dans notre vie, à moins d'avoir un boulot assez exotique, l'hélicoptère, et même encore. Rouler en voiture pour
pour aller au travail ou à l'école, c'est la chose la plus dangereuse que vous faites dans votre vie. Et ça n'est pas la façon dont les gens choisissent leur voiture, ça n'est pas la façon dont les gens se forment, et certainement la façon dont on se comporte. On est tous coupables d'avoir pris le téléphone, fait envoyer un texte, etc., etc. On sait que c'est pas vrai, on sait que c'est pas bon. Donc, alors dis-moi, tu m'as parlé de cours où on prend des jeunes. Un autre tour, quand on parle à des jeunes de 16, 17 ans, ils n'ont pas encore la maturité nécessaire. Je suis pilote professionnel. Je ne vais pas vous dire qu'on ne peut pas s'amuser avec une voiture. On s'amuse avec une voiture beaucoup, tous les jours, et ça n'a pas besoin d'être dangereux. Mais quand on a des jeunes de 15, 16, 17 ans, on ne peut pas vraiment tenir ce langage. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas la maturité à faire ça. Donc au contraire, on va avoir un langage plus de responsabilité. Et il y a malheureusement trop d'exemples qu'on pourrait utiliser. Il y a un programme on a commencé à parler, auquel je travaillais dans mes années hors course, où les jeunes qui venaient parler avaient des histoires qui étaient à vous faire pleurer. Il y en avait un d'eux qui venait très souvent et il était littéralement en prison parce qu'un soir, il n'était pas vraiment sourd, mais il avait bu un petit peu. Et par erreur, je suis convaincu qu'il aurait eu cet accident, qu'il ait été sobre ou pas. Il a eu l'accident et un de ses copains était décédé. Et comme il avait bu un tout petit peu, il s'est retrouvé en prison pendant 2 ans et partie du temps qu'il devait passer, il venait et il parlait. Il présentait ses choses. Et c'était un gars super. Un jeune de 16 ans, capitaine de l'équipe de football, etc. Une jeune fille, qui elle avait 15 ans, passagère à l'arrière droite d'une voiture, 5 filles qui partent du campus de l'école pour aller déjeuner. Et quand elles reviennent, elles écoutaient la musique, etc. Il y a une manœuvre un petit peu différente qui se passe. La fille au volant perd le contrôle, part dans ce qu'on appelle une target fixation et plafonne un poteau de face. Pas vite, 40-45 000 à l'heure. Décédé, handicapé, 2 ans de mobilité. C'est la fille qui nous parle. Est-ce que tu as utilisé un terme de target? Target fixation. C'est quand d'un seul coup on a peur. Justement, disons davantage. Dès qu'on a peur, dès qu'on perd le contrôle de la voiture, la tendance naturelle, c'est de où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais taper? Où est-ce que je vais taper? Pour savoir ce qui va vous arriver. Et le simple principe que vous essayez de savoir ce qui va vous arriver vous destine à le taper. C'est comme si je commence à marcher par ici et je regarde la table, naturellement je vais commencer à aller vers la table. Si je suis en VTT et qu'il y a un gros caillou sur le sentier, je regarde le caillou, je vais taper le caillou. On est programmé comme ça de dessiner et on s'entraîne à chercher la sortie. Et si on est exposé à ce genre de situation souvent, que ce soit en voiture, que ce soit en VTT, tous les sports dans lesquels vous êtes la balle, contrairement au tennis, au baseball, où on frappe la balle, c'est un autre niveau, le ski, etc., ça vous apprend à chercher le moyen de sortie. Et ça se traduit directement dans la voiture, dans la conduite, etc. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut éviter de se fixer sur l'obstacle. Et si j'ai bien compris, il faut toujours regarder là où on veut aller. Il faut s'entraîner à garder l'accent de là où on veut aller et non pas là où on va. Ça va plus loin. Quand on a une manœuvre d'évitement, le camion devant moi s'arrête. On a tendance à fixer le camion, mais la plupart des gens, aujourd'hui, qui ne savent pas faire, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les freins, prennent l'ABS, avec cette conviction absurde de ce que la voiture va s'arrêter. Parce qu'elle a l'ABS. Bon, l'ABS ne va pas vous permettre de freiner de façon supérieure à l'ABS. Elle vous permet d'éviter le camion. Mais il faut que vous l'évitiez. Si vous ne l'évitez pas, vous ne l'évitez pas. Et quand vous essayez de l'éviter, la tendance, c'est d'attendre le dernier moment. Et ce dernier moment est trop tard. Alors que dans cette manœuvre d'évitement, immédiatement, il faut changer le focus sur la première sortie.
quand est-ce que je peux m'en aller? Si on a des cônes, les gens veulent toujours éviter le dernier cône et ils tapent le dernier cône. Or, immédiatement, il faut dire que je vais essayer de m'approcher au premier cône. Et de là, on a une meilleure chance de réussite, etc. C'est ce genre d'exercice qu'on fait, que ce soit sur nos programmes de sécurité, avec les jeunes, avec les moins jeunes, etc., dans un cadre amusant. Et tout ça vient directement de la performance de la course, puisque c'est la chose. Donc dis-moi, quelqu'un comme arrive, tu dirais bonjour, ça c'est une chose. On est content, mais qu'est-ce que tu fais ensuite avec ce film? Ensuite, pour nous, la première chose, du fait qu'on utilise des monoplaces qui sont avec des boîtes manuelles, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va vous mettre sur une ligne droite et vous allez faire accélérer première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, puis freiner et apprendre à faire ce qu'on appelle un talon pointe, même si aujourd'hui, ce n'est pas toujours un talon pointe. C'est l'art de rétrograder tout en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de... qu'on n'utilise pas le frein moteur par excès. C'est quand on rétrograde, si je débraye, je mets une vitesse inférieure et je relâche l'embrayage, la voiture va essayer d'accélérer les roues, qui vont essayer d'accélérer le moteur, ça peut entraîner un blocage de roues. Et on veut éliminer ça. C'est la première chose qu'on vous apprend. Dans certains cas, on part au pied gauche. Dans d'autres cas, on part au pied droit avec ce qu'on appelle la talon pointe, même si ce n'est pas toujours la talon pointe. Après ça, on ira... Il y a encore des voitures. Il y a encore des voitures dans lesquelles il y a un débrayage. Toutes les voitures de course. Toutes les voitures de course. Mais oui, il y a une... Même celles qui sont robotisées, et ça c'est... même si toutes nos voitures sont des voitures automatiques, moi y compris, moi j'en ai une qui est boîte manuelle. Et une c'est un gros pick-up qui est une boîte automatique, l'autre c'est la moto. La moto c'est beaucoup plus que la monoplace. Et toutes les voitures de course sont en fait manuelles, comme on disait, même s'ils ont un système d'assistance, la boîte de vitesse elle-même ne sait pas qu'elle est assistée. Que ce soit vous ou le système automatique qui l'a fait changer, la boîte de vitesse, elle est 100% mécanique. Tous les niveaux, jusqu'en F1, etc. Donc, jusqu'en F1. Donc, le conducteur d'une Ferrari, d'une Mercedes, il utilise son pied gauche? Il peut. En Formule 1? Oui. En Formule 1, oui. En Formule 1, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas du tout d'embrayage, il n'y a pas du tout de pédale d'embrayage, il y a un embrayage à la main, qui est 2 palettes, il y a 2 niveaux d'embrayage. Donc c'est un concept complètement différent. Et leurs sièges sont moulés jusqu'à la cheville. Ils ne peuvent pas bouger les mains. Ils ne peuvent faire que ça. Donc ils n'ont pas le choix. C'était un des problèmes, un des derniers pilotes qui faisait prévoir, c'était Rubens Barrichello, contre qui j'ai couru en karting et qu'on s'entraînait énormément. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, ouais. président. Petit pilote brésilien. Il faut bien être petit. Oui, tout à fait. Pour faire de la course, il faut bien être On petit. est... Parce que Nigel Mansell, par exemple, qui faisait une tête plus que moi, ou Bernard. Moi, je suis limite. J'ai couru, il y a une monoplace de F3 qui était faite en Angleterre, Bowman, qui aujourd'hui l'équipe Carlin. C'était des voitures faites sur mesure. Elle avait été faite sur mon copain Osvaldo Negri. Et je ne suis pas bien rond, j'étais complètement à l'étroit. On était les pédales le plus loin possible, j'avais carrément le siège comme ça, les épaules qui dépassaient dans la voiture. Les gens comme ça. Les Formule 3000, c'était pire. On était tellement serrés que là, n'importe quel accident, même si la voiture était très solide, on se cassait les jambes et les genoux, on n'a rien de temps. Aujourd'hui, les règlements ont changé et on a plein de places. Même si vous venez nous voir à l'école, vous ne trouverez pas ça. Mais moi, je trouve qu'on a plein de places. Alors, justement, dis-moi, tu as eu un grave accident. Oui. Raconte-nous. J'ai eu un grave accident au Brésil dès ma première année où j'ai commencé à courir. Une monoplace qui était encore un châssis tubulaire. C'était des systèmes de sécurité anciens. C'était sur le circuit d'Interlagos. Toujours. Avant les modifications qui ont eu après. Pas de chance, il y a pas de pilotage. Aquaplaning. C'est aquaplaning ou hydroplaning? Je ne sais jamais en français.
la voiture part, fait plusieurs têtes à queue et tape la division, le mur de division des stands et littéralement fait ça. J'ai eu la chance parce que 2 des points du harnais se soient déchirés, ce qui en soi veut dire qu'ils avaient passé leur date, ils étaient éliminés, puisque à chaque fois qu'il y a un accident, une ceinture de sécurité sur une monoplace de course est tendue, et quand vous avez un accident, elle se détend. Et dès que vous avez un accident fort, maintenant qu'elle est détendue, elle doit être remplacée. Sinon, elle se déchire. C'est ce qui m'est arrivé dans ce cas-là. Dans ce cadre-là, la voiture n'était pas préparée comme il fallait. Les 2 points de sécurité se sont déchirés, ce qui m'a sauvé la vie, puisque mon torse est sorti de la voiture. Ça a déboîté ma hanche, mon fémur de ma hanche, mais le mur est venu et a détruit mon siège. Donc, j'ai eu la chance, une fois que j'avais tapé, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital. Il m'a fallu 1 an et demi pour marcher sans boiter énormément. Ceux qui me connaissent mieux savent que je suis un triathlète passionné, ça veut dire. Je vais faire mon 14e Ironman dans quelques mois. Donc je cours, mais il m'a fallu 1 an et demi pour recommencer à marcher sans boiter. Et c'est partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Brésil. Et je suis retourné rapidement courir en Europe. Les normes de sécurité étaient très différentes. Et c'est toujours quelque chose que, sans nécessairement parler de cet accident, je suis toujours très conscient de ça, surtout au niveau de l'école, au niveau de nos clients, etc. Parce qu'il n'y a aucune raison de se mettre en danger quand on fait ça pour s'amuser. Et même quand on est jeune, 15, 16, 17 ans, comme j'étais moi à l'époque, et qu'on s'en met une carrière, il n'y a pas de raison. Donc, pour revenir à ton métier actuel, tu emmènes ton client sur une droite pour lui faire monter et descendre de vitesse. Oui. Ah oui, ça, oui, Tout à fait. Donc, ils ne mettent pas en rétrograde, voiture en sur-régime avec les roues qui se bloquent. Tout ça. Et après, qu'est-ce que tu dis après? Après, on va sur ce qu'on appelle le skate pad. Et donc, on a une classe, un peu de théorie, on explique ce qu'on appelle en anglais les vehicle dynamics, donc tout ce qui est en fait l'application de la physique à la voiture. Et ce qu'on fait, quand on conduit, quand on pilote, on ne fait que 3 choses. En fait, c'est très simple. On ne fait que 3 choses quand on conduit. On freine, on braque et on accélère. Et en fonction de quand on le fait, la voiture va se comporter d'une façon ou d'une autre, puisque les lois de physique sont là, on essaie de les réinventer, mais ça ne marche pas. Donc on fait avec, et on s'amuse sur ce qu'on appelle le skate pad, on fait des dérapages. Parce que C'est un cercle. ça commence par un cercle ou un ovale, un petit ovale, dans un endroit où il y a peu de chances de taper quoi que ce soit, comme je dis toujours, si vous essayez trop, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à ajouter, mais il ne faut pas essayer autant que ça. Mais et on vous apprend à les rappeler, puisqu'on part, et ça vient complètement directement de moi pour l'école. Je suis convaincu que si je vous apprends à faire déraper la voiture maintenant, quand ce dérapage vous surprendra, si vous l'avez fait suffisamment souvent, naturellement, vous allez le corriger. Et c'est bien plus drôle d'apprendre à faire déraper la voiture que de toujours être à peur du moment où elle va déraper. Donc c'est ce qu'on fait. Plusieurs différentes figures. On commence avec le cercle, ensuite on va à un ovale, ensuite on peut en fonction du temps faire un 8, c'est facile, 8. Ou alors on fait ce qu'on appelle le haricot. Donc on fait, et c'est là que ça devient, avec qui on parlait de appel contre appel, et on fait des appels contre appels, parce qu'en fait quand on fait un slalom gauche, droite, gauche, c'est la même chose, naturellement, et une fois qu'on a fait ça, on va sur les Ça prend combien de temps? Ça dépend. Ça dépend du client. Ça dépend de combien de fois le client gagne. Ça dépend de combien de fois on fait des têtes à queue, etc. Alors, tu les insultes? Et ça dépend. Ok. Oh, qu'est-ce que je vous dis? C'est en monoplace. Pardon? C'est en monoplace qu'il faut. C'est en monoplace. Et donc c'est par casque. Oui, radio en casque. Oui. Et alors ça c'est un des trucs qui peut être gênant. Parce que au début, dépendant de d'où vient ce client, il ou elle est habitué à avoir des commandes radio pendant qu'on fait autre chose ou pas. Je sais que moi, j'ai appris à conduire, à piloter, il n'y avait pas de radio. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui me causait, là, attends, doucement.
Donc, puis au fil du temps, on s'y habitue et on arrive à avoir une conversation. On dit quoi? Ils corrigent, ils disent ce qu'il faut faire. Ça dépend. Les hommes mariés s'habituent. C'est ça, ils sont en train de ça progresse beaucoup plus vite. On vous corrige, on vous donne des conseils en fonction, vous freinez trop fort, vous freinez pas assez fort, le brake release, donc la façon de relâcher les freins, est trop brusque, qui va entraîner une détente des suspensions trop brutale, donc du pneu, le pneu est une extension de la suspension, le braquage est trop serré, vous surbraquez, qui est différent de sous-viré. En français, c'est beaucoup mieux qu'en anglais pour ça. Le surbraquage entraîne du sous-virage, et c'est la plus grosse erreur que les gens font quand la voiture commence à sous-virer, qui veut dire que la bande se dérobe. Naturellement, le conducteur lui demande de tourner plus. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ça marche à l'envers. Tant que vous êtes sous la limite, plus vous braquez, plus la voiture tourne. Et quand vous arrivez au point maximum, plus vous braquez, moins elle tourne. Et tant que vous n'avez pas compris ça, Parce que le pneu avant fait obstacle. voilà, le pneu avant est maintenant dépassé son slip angle, comme on dit, son maximum. Et plus on va, plus loin il est de ce qu'il peut faire. Sur un pneu normal de route, il y a une certaine flexibilité, de façon à ce que ce ne soit pas trop clair, comme la coupure ne soit pas trop cassante. Sur un pneu de course, c'est je dépasse, il n'y a pas rien. Donc il faut corriger de la bonne façon. Donc tu leur fais. La séance de ski de pad dure combien de temps? On le revisitera. Tous les jours, on va sur le ski pad. Et on retravaille ces choses-là. Mais en général, on a 1 heure sur le ski pad à partager entre un maximum de 6 voitures, optimum 3 ou 4. Si on a plus de 6, en général, on divise en 2. Ça, on aime ça. Et on essaye de toute façon de toujours en plat. De toute façon, en étant au fur et à mesure de ce qui se vaut. Et tout dépend de comment le client va. Donc tu penses que tu peux passer à l'étape suivante avec ce client-là. Qu'est-ce que tu fais? Alors après, on fait des tours de circuit. Donc on commence par un lead follow, très simple. Donc ça veut dire que il y a quelqu'un devant et à la queue leu, on se suit, on apprend le circuit. Et c'est de la répétition. Alors à ce moment-là, ce ne sera pas forcément à la limite. On sera peut-être, nous, dans une GT. Alors, on a 2 voitures, on a une Audi RS4 et une Audi S3, et puis parfois d'autres choses. Et donc forcément, on ne sera pas à la limite de la F3. La F3 est beaucoup plus rapide que ça. Mais malgré tout, ce sera suffisamment rythmé pour que vous puissiez apprendre le circuit et commencer à mettre en place certaines techniques. Et puis ensuite, on alterne entre ces 2 choses jusqu'à temps que, à la fin du 2e jour, on lâche les F3. De toute façon, vous êtes déjà capitaine de votre navire. Combien ça coûte? En moyenne, c'est progressif. En moyenne, $2 000 par jour. Donc, il y a $1 000 par jour, etc. Et il y a combien de personnes dans un groupe? On va dire 6. Aujourd'hui, il y en avait 2. Il y en avait 2, puis il y a un des 2 qui était trop fatigué, donc à la fin, je n'avais qu'une élève. Et ça arrive beaucoup, ça arrive très couramment ça, parce que la condition physique est très sollicitée, aussi bien par la voiture, mais aussi mentalement. Et en fonction de votre expérience, ça change. Parce que ceux qui vont vite tout de suite, c'est beaucoup plus physique. Alors que quelqu'un qui est un peu plus timide va pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Et puis ensuite, ça C'est comme ça dans beaucoup de circuits. quand on est au-dessus de 6, quand on est au-dessus de 6, on vous divise en d'autres groupes et C'est à Palo Alto? non, c'est au circuit de Sonora. Ah, C'est le point, c'est l'ancien, donc c'est à 1h30 d'ici, au nord. C'est beaucoup plus froid. Oui. Oui, dans de certaines proportions. Jusqu'à. C'est quoi C4? C'est plus de 4. C'est C4. C4 là, tout le monde est 92. Et toi, t'es bien dedans, t'es à l'étroit, mais t'es bien.
Ça n'avait pas le collier, oui. Oui, mais c'est tout. Et ça dépend aussi. Dans une monoplace comme ça, la monoplace pèse 1200 livres, donc 600 kg. le pilote est une grande partie du centre de gravité, donc on ne vous déplace pas. Les pédales viennent à vous, le volant vient à vous, vous êtes toujours assis au même endroit. Donc c'est réglé auparavant, etc. Moi, je peux piloter ces voitures sur 3 dépositions, avec les jambes tendues trop loin, là où ils devraient être, les jambes repliées comme ça, c'est pas idéal. Mais bon, je peux le faire quand je pose d'essayer. Je sens la différence. Je suis assis au même endroit. Mon siège est roulé sur moi. Je suis assis au même endroit. Mais c'est la position de mes jambes qui sont soit tendues, soit fléchies plus, qui relèvent mes genoux. Et le poids de mes jambes, je le sens. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année à Longue histoire. Beaucoup de choses. Alors après Longue Tarnagos, histoire. je suis rentré en Europe. D'abord en France, un de mes copains du lycée a dit qu'il faut absolument que tu viennes et que tu fasses le vol en rêve, etc. Qui était un système En France. En France. J'y suis rentré, c'était trop tard pour m'inscrire au vol en rêve, donc j'ai fait l'autre volant, le volant privilège Formula. Je n'ai pas gagné, j'ai fini deuxième, le lauréat, mais malgré tout, ça m'a permis de courir en F3 là-bas, j'ai gagné le championnat. Puis ensuite, j'ai couru en Formule Ford en France aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé de Mial, qui aujourd'hui est une grande usine, une des grandes boîtes françaises qui fait des châssis dans le monde entier. J'ai été pilote d'usine de Migal, la deuxième année où il courait avec les Formule Ford. J'ai couru au Grand Prix de France. Mon équipe n'était pas qualifiée pour faire ça. Moi, je l'étais, parce que j'avais déjà eu des bons résultats. Et donc, j'ai roulé chez eux, et on est toujours très bon ami avec Bertrand de Coster. 2 ans comme ça, puis rien. Littéralement, j'habitais dans ma voiture. J'avais des coussins dans lesquels je dormais, etc., etc. Je suis parti en Angleterre. Et tu mangeais quoi? À la recherche, je pouvais trouver. Dès que tu réchauffais des boîtes Des boîtes de raviolis, j'ai bien raviolis. des billets de raviolis. Et le matin, tu avais du lait en poudre pour ton petit du déjeuner. lait en poudre avec de l'eau et des céréales, c'était le petit déj parfait. Donc, C'est parfait. En Angleterre. et après, en Angleterre, c'était bien pire pour dormir dans la voiture. C'était très froid. 2 fois dans cette partie de ma carrière, je me suis réveillé le matin, j'avais un muet, j'étais bien dans la voiture. Mais je me suis réveillé le matin, puis j'ai bougé, aïe, j'avais les cheveux collés sur la bulle. Une fois à Branchage et une fois à Provence. Donc une fois au sud de la France, une fois là. Donc voilà. On peut dire que tu as fait des sacrifices pour ta passion. On peut dire ça. Ça, c'est dans les années 90. Dans les années 90. Je suis rentré en France en 91. 92 France, 92 Angleterre, 93 Angleterre et France. Formule 3. Formule Ford en Angleterre, Formule 3 en France. La même année. Alors, graduation, est-ce qu'ils peuvent faire des courses? Pardon? Une fois qu'ils ont graduated, ils peuvent aller dans... Des écoles? Oui. Des écoles? Il n'y a pas un système aussi bien formé que ça. C'est beaucoup plus olé. Une fois qu'on a une licence il y a une licence FIA, Fédération Internationale d'Automobile. Ça, oui. Et une fois qu'on a ça, on peut faire un tas d'autres choses. Mais il y a plusieurs niveaux en fonction du nombre de courses que vous faites, que vous finissez, et de votre performance. Vous allez avoir une licence régionale, qui deviendra nationale, qui deviendra C. Une fois qu'on a une internationale C, on peut faire presque tout. Une B, il faut gagner un championnat quelque part, ou dans le top 5 de F3 ou Formule 3000. La licence A n'existe plus, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la super licence, c'est exclusif à la Formule 1. C'est pas qu'ils sont meilleurs, mais c'est juste un procédé différent. Une question d'argent. Pour pouvoir, alors c'est ça qui est très difficile dans le sport de l'automobile, c'est que bon, c'est vrai à un certain niveau de tout autre sport, mais l'automobile, c'est pour pouvoir montrer son talent, il faut vraiment des gros budgets, parce que ça prend beaucoup de monde. Ça prend une voiture, mais la voiture en général, c'est pas plus cher, c'est les gens qui travaillent sur la voiture. Vous avez l'idée de ce qu'est le budget d'une F1 aujourd'hui? Plusieurs millions d'euros. 250 millions. 250 millions d'euros pour 2 voitures. Parce qu'il y a environ 1000 employés. C'est là que ça va. Vous faites le calcul vite fait. Il y a environ 1000 employés qui tous gagnent bien leur vie. Une Formule 1, tout le monde, chaque équipe doit faire 100% de la voiture, hormis le moteur. Il y a un exemple intéressant.
Red Bull et Toro Rosso. Toro Rosso en italien, ça veut dire Red Bull. C'est la même chose. Mais ce sont deux équipes différentes, séparées. Une est en Italie, une est en Angleterre. Ils sont obligés de construire deux châssis différents. Leurs ingénieurs peuvent aller dîner ensemble, mais n'ont pas le droit de visiter leur usine. Aujourd'hui, Toro Rosso roule avec un moteur Ferrari, Red Bull avec un moteur Renault. Une Formule 1, 100% de la voiture doit être produite dans la maison. À l'opposé, quand on regarde à IndyCar, qui est le point le plus élevé en monoplace aux États-Unis, tout le monde court avec une Dallara DW12. Vous n'avez pas le choix, c'est une voiture qui est dessinée, faite en partie en Italie et finie à Indianapolis. Tout le monde a la même. Vous avez le droit de changer tout réglage que vous voulez, mais on ne peut pas modifier la voiture. C'est ce qu'on appelle une spec series. Merci. Spec series. Alors que la Formule 1, c'est le contraire. Il y a le moteur aussi à Indianapolis, le moteur À Indianapolis, il y a deux moteurs de choix. Il y a un Chevrolet et un Honda, qui là sont très équitables. Ce qui se passe en Formule 1. Que de moteurs qui, aux États-Unis, concourent avec de l'éthanol. 100% alcool, de l'éthanol. Et c'est bon, le règlement est complètement différent. Ce sont des moteurs, aujourd'hui, la F1 est aussi des moteurs turbo. Ce sont des V6 de 2,4 litres qui aura un régime moteur d'environ 12 000 tours, alors qu'une F1, ils sont limités à 15 000 tours. Il n'y a pas longtemps, ils étaient à 18 000 tours, avec des hélices atmosphériques, etc. C'est des règlements différents. La F1 est aussi un moteur hybride. Il y a un système électrique qui récupère l'énergie au freinage, mais aussi un système thermique. Ce sont des moteurs turbo qui, quand on est en surpression du turbo, plutôt que de partir dans l'air avec un bruit que certains d'entre vous peut-être connaître, d'un turbo qui a une sous-barre de dégagement, aujourd'hui on n'a plus ça. C'est l'excès de pression est envoyé et capturé par un moteur électrique qui ensuite maintient ce turbo à pression, donc il n'y a plus de turbo lag, et aussi pour faire avancer la voiture. C'est une voiture extrêmement complexe, beaucoup trop complexe à mon avis. Vous avez fait la Formule 1? Je n'ai jamais couru en Formule 1, non. J'ai piloté une Formule 1, une vieille Formule 1 brésilienne, une Copa Soca, quand j'étais en France, parce que justement avec le propriétaire Adimé et Christina, ils font absolument toujours cette voiture. J'étais beaucoup trop jeune, beaucoup trop expérimenté, je n'ai pas poussé au niveau qu'elle pouvait, et de toute façon, ce n'était pas la voiture la plus rapide avec laquelle j'ai couru. J'ai couru en Formule 3000 et en Indy Lights ici, et c'était des voitures qui étaient plus rapides que cette Formule 1. Donc, et maintenant, les prototypes que j'ai couru cette année, l'année dernière, j'ai fait les 12 heures de Abu Dhabi avec une LMP3, qui veut dire Le Mans Prototype 3. Et ça, c'est une voiture qui est aussi plus rapide que la F1. Je continue de courir, oui. J'ai fait quelques années où j'étais très très près de réussir à rouler en IndyCar. J'ai gagné plusieurs championnats. J'ai gagné le championnat français, européen en Citroën AX. J'ai gagné la F3, qui n'était pas le championnat national. Ici, j'ai gagné la ski bar de 2 litres et ensuite la Barbadge Pro Series, qui était un championnat. C'est ce qui m'a amené aux États-Unis. Et contre moi, il y avait des gars du Japon, d'Australie, du Brésil, d'Europe, de Norvège. Vraiment, c'était une catégorie mondiale. Quand j'ai gagné le championnat, Ryan Hunter-Reay, qui depuis a gagné et le championnat d'IndyCar et l'Indianapolis, était 5e. On est toujours bons copains. Et j'ai Allmendinger, qui est en NASCAR, qui n'était même pas dans le top 10. Mais il y avait d'autres choses et l'histoire a beaucoup de chapitres. Mais à ce moment-là, j'étais très près de courir en IndyCar. Une bonne équipe voulait que je suivisse eux. Et ça ne s'est pas fait puisque un troisième pilote, prénommé Sébastien Courdet, donc un autre Français, qui est venu ici. Il est venu. Ah, d'accord, oui. Il y avait une course avant ça, il y avait des quoi, les IndyCar courent sur notre circuit, à Sonoma en août. Et Bourdet est venu, il avait gagné sur la Formule 3000. Et en plus de son talent, il amenait un investisseur privé qui amenait $2 millions pour l'équipe. C'était une équipe qui était aisée, qui n'avait pas besoin de budget, mais ils ont pas dit non. Et c'est un petit peu ce qui a changé la donne. C'est pas la faute de Bourdet, mais jusque-là, les meilleurs pilotes n'apportaient pas de budget. Ils trouvaient des volants. Et les pilotes qui étaient un petit peu moins en dessous apportaient. Et c'est à ce moment-là que ça a changé. C'est à ce moment-là que ça a changé pour moi aussi, parce que je ne savais pas comment prendre
ça et je me suis retiré de la course automobile. Pas facile pour moi à ce moment-là, je ne pouvais pas vraiment rester au circuit, c'était trop douloureux. Je me suis éloigné, j'habitais à San Diego à l'époque, j'ai commencé à travailler comme mécanicien dans un magasin de vélo. C'est là que j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps avec les jeunes pour leur apprendre à conduire sur la route. Puis ensuite avec les adultes, des programmes BMW et AMG, Lexus, pour apprendre aux gens normaux comment conduire. Et puis quand j'étais prêt de revenir vers la course, c'est là que l'opportunité de venir ici s'est présentée. Des copains mutuels d'enfants voulaient racheter l'école de Russell pour la transformer en une école vraiment de très haute pointe. Et ils m'ont contracté pour faire le développement de la monoplace qu'on a aujourd'hui avec les ingénieurs de Lola en Angleterre comme pilote d'essai. Et c'est comme ça que je suis venu ici. Et puis de là, ils ont voulu m'engager comme instructeur, comme moniteur, puis comme chief instructor. Je ne cacherai pas que je suis venu entrer dans l'équipe, parce que San Diego, j'aimais vraiment beaucoup. Et puis les premières années que j'étais ici, les choses ne sont pas toujours été très roses et je voulais vraiment retourner, mais c'était pas possible. Et puis aujourd'hui, bon maintenant ça fait 10 ans que je suis ici et j'aime beaucoup. Les choses ont eu des vagues, des cycliques, ce qui m'ont forcé d'une certaine façon à retourner dans la course. Si on m'avait posé la question à cette époque-là, dans les années 2008, 2009, 2010, j'étais tout à fait content et prêt à dire je ne pourrais plus. Je suis fier de ce que j'ai fait, du fait que je venais d'une famille qui n'était pas du tout aisée, que je n'ai jamais eu de budget à amener. Mon parcours était, je suis content de ça. Mais la situation était telle avec l'école que je n'ai pas eu le choix. Il fallait vraiment que je retrouve quelque chose à l'extérieur. J'ai recommencé à faire du private coaching et je leur ai dit, si je commence à faire ça, ça risque de faire un peu effet boule de neige. Et effectivement, ça l'a fait, et maintenant j'ai repris du service en courant. Et là, cette année, on est pour l'instant, on vient d'avoir 3 courses. La première course, j'étais en tête, et quand je me suis fait sortir par une erreur d'un autre pilote, la deuxième, on a fini 3e, la troisième, on a fini 2e, on est maintenant 3e au championnat, avec mon coéquipier, avec une McLaren. Et on va continuer tout là, on va voir où ça va. Et les prochains. Alors, la 570 GT4, McLaren, en général, 570, c'est la puissance. Mais dans le cas de la GT4, comme on se bat contre des Porsche GT4, contre des Mustang, une Aston Martin, une Camaro, on a trop de puissance. Donc, la voiture de course a en fait 480 chevaux, on en a moins que la voiture de production, ce qui devrait nous garantir une certaine fiabilité. Malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas toujours comme ça. On vient de casser un moteur en essai, mais parce que dès qu'on fait la course, toutes ces voitures qui sont malgré tout des voitures produites pour la série, pour l'utilisation sur la route, même si elles sont faites pour le circuit. Moi, je dis toujours que dès qu'il y a dès qu'il y a un plafond, c'est un bus. Donc, puisque moi j'ai grandi avec des monoplaces où on est ouvert au vent, etc., et on est très très bas. Dès qu'il y a un plafond, c'est un petit peu un camion ou un bus. Et la GT4, elle est un peu comme ça. Alors, je suis très content de la conduire, mais bon. Parle-nous de pneus un peu. Ah, combien de temps on a là? Non. Le pneu, c'est la seule chose qui touche le sol. Donc, quoi que ce soit plus facile en tant que conducteur, c'est freine, braque, accélère. Tout le reste, c'est du parasite, c'est une sorte de parasite. Il faut les faire passer dans le pneu. Et même pas la totalité du pneu. Quand on réfléchit à ce qui se passe, ce qu'on appelle le contact patch en anglais, donc le point de contact au sol, c'est la taille de votre main à chaque point de la voiture, c'est tout. Donc tout ce que vous faites, la surface de votre main, avant, arrière, que vous soyez en train d'aller chercher les enfants à l'école, aller chez Costco, ou sur le circuit à faire la course, c'est la même chose. Donc la règle numéro 1, l'endroit où il ne faut pas essayer d'économiser, c'est sur les pneus. C'est la seule chose qui touche le sol. En général, dans le côté automobile, dans la compétition, on nous donne un pneu. On nous vend un pneu, on nous impose un pneu.
Et on nous dit, c'est le pneu avec lequel vous allez courir, débrouillez-vous. Et avec les ingénieurs, on s'arrache les cheveux, littéralement, pour essayer d'optimiser ce qu'on peut faire avec le pneu. Et on y arrive, plus ou moins. On en discutait tout à l'heure, et j'ai eu l'occasion à une époque de travailler directement avec les ingénieurs, c'était des ingénieurs de chez Michelin à l'époque, en Warburg Dodge Pro Series, et quand on peut changer le pneu, c'est un autre niveau, complètement. C'est vraiment une transformation, même s'il est toujours rond et noir, avec surtout de pneus de course à pneu de course, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, visiblement, qui puisse l'identifier, mais ça transforme la voiture complètement. Aujourd'hui, la plupart des voitures de pointe, que ce soit Porsche, BMW, McLaren, Ferrari, non seulement ils ont un pneu qui est homologué pour eux, en général deux, que ce soit peut-être Michelin, Pirelli, ou Continental, plusieurs, ou peu importe, mais c'est un pneu qui est fait pour cette voiture. Et quand vous le remplacez, si vous voulez vraiment garder les mêmes caractéristiques, il ne faut pas non seulement le même pneu, mais il faut le même pneu, la série qui est faite pour cette voiture. Sinon ça change, et ça va bien au-delà de juste la performance de la voiture. Toute voiture aujourd'hui a un nombre de systèmes électroniques, commencé par l'ABS, ensuite les systèmes de contrôle d'antipatinage, etc. Et tous ces systèmes sont calibrés pour ce pneu. Et dès que vous changez de pneu, c'est pas forcément calibré comme il faut. On est la victime de ça, nous, dans la course, puisque dans une GT4, comme dans toute la plupart des nouvelles voitures de semi-série en course, elles ont aussi ce même problème. Et d'un seul coup, on se retrouve avec un pneu Continental slick qui a des caractéristiques complètement différentes. Et ça me pose des cauchemars. Quel est le pourcentage de gens qui prennent vos cours qui veulent devenir professionnels? Très très faible. Très très faible. La plupart de nos clients sont des amateurs, des gens comme vous, qui un jour ou l'autre ont décidé, je voudrais bien faire ça. Pourquoi pas? Il y a un pourcentage de jeunes qui veulent en faire carrière, mais on va dire, chez nous c'est moins de 10%. Chez nous c'est moins de 10%. Chez Skip Barber c'est plus que ça. Il faut commencer très tôt, à 17 ans. Oui, 17 ans aujourd'hui, c'est limite pour commencer. Ah bon, il faut Moi, j'ai commencé à 17 ans et j'ai commencé sur le tard. En général, on commence en karting avant ça et ensuite on vient. Là, moi, je viens de travailler la semaine dernière avec un jeune qui vient d'avoir 14 ans, le 27 mai. Il vient d'avoir 14 ans. Ah oui, alors ils apprennent beaucoup plus vite. Et ça fait c'était déjà sa 4e journée avec nous, avec les F3. Il a déjà fait des cours avec une MX5 et il court en karting depuis 2 ans. Et bon. On verra. Pas mal. Mais on a eu celui qui est en tête du championnat European Le Mans Series, un jeune qui s'appelle Sean Rahal. C'était le premier jeune de 13 ans qu'on a eu chez nous. C'était donc il y a 6-7 ans maintenant, il y a 20 ans. Et il vient de gagner la première course le week-end dernier à Silverstone. Il est en tête du championnat pour gagner à Rossport, qui est la même équipe pour laquelle moi j'ai couru quand on a couru à Abu Dhabi. Mais quand il est venu chez nous la première fois, il avait 13 ans. Lui, c'était évident tout de suite qu'il était bon. Et donc on peut courir à quel âge? Comment ça peut y fermer? Alors, ça dépend des catégories. En karting, les 8 ans. 8 ans. Mais j'ai dit tout à l'heure que je connaissais Roberto Barrichello et Christian, j'ai pas dit, mais Christian Fittipaldi aussi. Et je les ai suivis, on a couru ensemble pendant des années, mais pas toujours dans la même catégorie. Tous les deux ont commencé à l'âge de 4 ans. Ils n'ont commencé à courir qu'à 8 ans. Et ça fait partie du problème. C'est quelque chose que je ne recommande jamais aux gens, aux parents que je vois. Parce que ces deux noms, vous les connaissez peut-être, Roberto Barrichello et Christian Fittipaldi certainement, ils n'ont jamais rien gagné. Ils sont très bons pilotes, et l'un et l'autre. Mais quand c'est un peu trop difficile, ils n'ont jamais eu la niaque de vraiment gagner quelque chose. Ils n'ont pas dormi dans leur voiture pendant 2 ans comme moi, ou des Alonso, ou un Lewis Hamilton, qui vraiment le veulent. Christian Fittipaldi, aujourd'hui, avec l'âge, avec la maturité, il pilote et il est plus agressif qu'il n'a jamais été. En partie parce que son équipier, João Barbosa, qui est portugais, ils ont gagné le championnat d'endurance ici aux États-Unis, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, et l'année d'avant, 2 ans d'affilée. Mais c'est João qui le pousse. João Barbosa qui le pousse énormément, et Christian a toujours été un très bon pilote. Quand il courait en IndyCar, il était équipé avec Michael Andretti, chez Newman Haas, l'équipe chez qui il est question de vous.
tout le monde savait que c'était Christian qui travaillait avec les ingénieurs et qui développait la voiture. Et c'était Michael qui gagnait les courses. Ça a toujours été. Parce qu'ils ont commencé trop tôt, ils ne connaissent que ça. Si vous mettez vos enfants à 4 ans sur un kart, ça va leur plaire. Je pense bien que ça va leur plaire. Mais ils ne connaissent rien d'autre. Alors que si ils attendent et qu'ils ont que 13, 14, 15 ans, là vous savez que vraiment ils veulent le faire. Et là c'est suffisant. En plus de ça, vous aurez des minutes. Merci, oui, justement. Merci Nico. On va livrer le chrétien au bouillon. Donc, des questions. Ce café d'endurance, Oui. 12 heures d'Abu Dhabi. Cette année, donc là, cette année, j'ai fait les 24 heures de Dubaï avec une Porsche et les 12 heures d'Abu Dhabi avec un LMP3. Et c'est tout à fait là où je veux aller. Les courses que je fais aujourd'hui sont en endurance, mais ce sont des courses de 2 heures avec 2 pilotes. Et on a 2 courses de 4 heures. Laguna Seca, à laquelle vous êtes tous habités, parce que c'est pas très loin, c'est en septembre. Et on a fait Daytona, où, comme j'ai dit, j'étais en tête et on se fait sortir. C'était 4 heures. Mais l'objectif, c'est de retourner dans l'endurance. Mon copilote n'y est pas encore prêt. Il a besoin d'un peu plus d'expérience. Mais c'est là qu'on veut aller. Et personnellement, je veux aller en European Le Mans Series, aller battre avec Charles. Qu'est-ce qui est différent dans C'est tout. Aujourd'hui, c'est un sprint. Aujourd'hui, c'est un sprint presque tout le temps. Alors, bien sûr, il faut gérer les pneus, gérer les freins, etc., etc. Et c'est une raison de plus pour être un petit peu moins agressif. Il y a aussi une question d'essence. Si on a été si bien positionné sur ces 2 dernières courses, c'est que avec l'équipe, j'ai réussi, j'étais en mesure. À Daytona, j'avais à un moment, j'avais 6 tours d'avance, 6 tours d'essence économisée. Ça ne nous a pas marché là-bas. Mais à Sebring, on était la seule voiture à faire un seul arrêt. Et sans perdre de temps. Sans perdre de temps. J'ai économisé de l'essence et je ne perdais qu'une seconde et demie au tour que je récupérais le truc, puisqu'on avait fait les bons réglages pour ça. Donc il y a un tas de choses comme ça. Aussi, les réglages de la voiture, notamment pour les pneus. Si c'est une course d'une demi-heure, je pourrais toujours me débrouiller, même si on va tomber sur une course de 24 heures. Ça va dire qu'il va falloir qu'on change de train de pneus peut-être 2 ou 3 fois plus d'arrêt. Donc c'est un effort d'équipe beaucoup plus soutenu. Et puis c'est plus difficile de se concentrer. Et puis la nuit, les multiclasses, donc les voitures classées plus lentes. oui. Le Mans, c'est mon rêve. c'est toujours plus. Mon équipier de l'année dernière, qui est maintenant à Le Mans, son objectif c'est d'être au Mans dans 5 ans. Les choses pour cette année n'ont pas marché, donc il a été obligé de rouler avec un autre pilote qui a même du budget aussi. Mais son objectif reste de toujours de rouler avec moi s'il le veut. Et celui avec lequel je roule maintenant aussi. On voulait rouler tous les 3 ensemble. On s'entend bien et ça pourrait nous amener au Mans. Le Mans, c'est 3 pilotes. C'est minimum 3 pilotes. On n'a pas le droit de rouler plus de 8 heures. Donc c'est 24 heures, 3, parfois 4, parfois 5. Donc, maintenant, ça fait 2 listes. Mais pour essayer son endurance, Paris-Dakar, C'est assez différent. C'est complètement l'endurance, mais c'est plus de la navigation que ça n'est du pilotage. On n'est pas vraiment à la limite là, un petit peu, parce que on ne sait pas trop où on va. Puis aujourd'hui, le vrai Paris-Dakar, j'aurais aimé faire. Mais aujourd'hui, le Chili, notre Chili est à l'Argentine. Oui, non, je parlais Moi, j'ai compté des quoi. années 90. Oui, bien sûr. Un respect énorme pour les gars qui font ça en moto. Ah oui. Les gars qui font ça en voiture, je préfère aller faire le vent des déglons. En fait, t'es venu en moto, Oui, je suis venu en moto. Je roule en moto presque tous les jours. Sans roue de secours. Non, la deuxième question, c'était plutôt sur l'évolution des moteurs entre 70 et maintenant. Oui. Les formules, elles sont quoi? Ils ont à 1000 chevaux ou... Combiné hybride et thermal, 1950 à 1000. 950 chevaux, c'est quand même pour un poids de... Mais bon, le poids a augmenté, on est aujourd'hui à 600 kg, alors qu'on était à 500 kg à l'époque. 600 kg. Ça reste, c'est là la différence. Les monoplaces, toutes les monoplaces vont être autour de 5 à 600 kg. Les prototypes, comme l'LMP3, l'LMP2 et l'LMP1, au moment, sont juste autour de la tonne. Entre 900, à l'époque c'était LMP 900, le LMP1 c'était LMP 900, c'était 900 kg. Et le LMP2 c'était 675 kg. Aujourd'hui les ont gonflé. La LMP3 qu'on était c'était 2015, donc c'est 900 kg. Et
les GT les plus légères, GT3, qui est la catégorie la plus dominée, c'est 3 lignes. Donc on rajoute 50%. C'est pour ça, comme je vous dis, c'est un bus. Parlez-nous du nombre de G, Oui. de l'accélération. Alors pour nous, dans le monde vraiment automobile, les gens me demandent toujours c'est quoi la vitesse de pointe. Je ne sais même pas. Il faut les regarder sur les détails. Parce que moi je suis au fond, jusqu'à temps que je freine. Et la dernière chose que tu peux regarder, c'est la vitesse de pointe. Après, bon, le rapport poids-puissance. Ça donne une petite idée de la performance de la voiture. Mais le vrai chiffre qui nous intéresse, c'est combien de G elles peuvent tirer. Alors, une GT, que ce soit une Ferrari, une Porsche, une McLaren, sur la route, elles sont toutes à peu près 1 G. C'est le même G, la même gravité qui nous maintient ici. Donc je simplifie un peu, mais quand je commence à tourner suffisamment vite pour que j'ai 1 G de ce côté-là, j'ai 1 G par là, 1 G par là, je vais commencer à glisser. Jusqu'à temps qu'on ajoute de l'appui aérodynamique, qui nous donne de la pression sur la voiture sans augmenter la masse. Et c'est comme ça qu'on arrive à dépasser ces phénomènes-là. Nos voitures à l'école produisent 1500 livres de poussée aérodynamique à 150 000 à l'heure, alors qu'elles n'en pèsent que 1200. On pourrait littéralement la faire rouler sur la partie haute du tunnel. Elles sont capables de 3G. Une IndyCar, c'est 5500 livres de pression aérodynamique. Une Formule 1, c'est presque 8000. Et c'est pour ça qu'elle tire 8G. 8G en Formule 1, 5G en IndyCar, 4G et demi en LMP1, que les monoplaces et les prototypes. Les GT, les GT3, 1G. Imaginez l'effet sur les pneus. Nico parlait des pneus. Quand on a une voiture qui appuie beaucoup, ça appuie sur les pneus, et donc les pneus ont une importance. C'est encore plus que ça, parce que non seulement il y a de la pression aérodynamique qu'on met sur le pneu, donc il va les appuyer, mais quand on freine avec l'énergie kinétique, en plus cinétique, en plus qui va se mettre, une Formule 1 qui pèse toujours environ 600 kg et qui a 4 tonnes de pression aérodynamique, on va grossir un petit peu, donc 4 tonnes et demie. Quand elle freine, la pression sur les roues avant, c'est l'équivalent de 17 tonnes. Donc d'un seul coup, ce pneu, il pourrait s'éclater. Donc il faut qu'il puisse supporter ce genre de pression, mais malgré tout, garde sa sensibilité quand il n'a pas la pression. Donc c'est un problème. Je vous allez dire moi, ce que je fais, c'est... D'autres questions? Oui. Sur les cours que tu donnes, qui sont tous à Sonoma ou parfois tu Oui, fais alors, à Laguna Seca? notre école est quasi permanente à Sonoma. De temps en temps, on va à Laguna Seca, mais on y passe une semaine ou deux. Et l'année dernière, pour la première fois, on est allé à Austin. On va peut-être faire ça plus souvent, mais on va peut-être aussi avoir des F4. C'est une blague. Ça fait 2 ans qu'on va avoir des F4 qui est le niveau d'en dessous d'une F3. Et l'avantage d'une F4, c'est qu'il y a un système robotisé. Paddle shifting, c'est tout pareil, mais bon, ça permet à des gens qui sont moins habitués à une boîte manuelle de profiter de la voiture tout de suite. On devrait avoir ça. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne les ait pas. Et, il y a 2 ans qu'on devrait les avoir, mais on ne les a toujours pas. Pas mal ici. Vous parlez de l'électronique, Ouais. donc, sur la voiture, et vous avez aussi un simulateur. Oui, si vous voulez, il y a aussi un simulateur. Et j'ai le titre de Head of the Physics of the Sim Site, puisqu'en fait, j'étais la liaison. J'ai la chance d'avoir et l'expérience réelle, et j'ai passé énormément de temps sur les simulateurs parce que c'est un outil moderne, c'est un outil qu'on utilise. Et j'ai tout à fait passé le temps qu'il fallait pour être là. Et dans notre titre, on essayait pendant un moment de faire le réalisme le plus poussé possible, et c'était mon rôle. C'était vraiment de dire ça c'est une vraie voiture ou pas. Et je travaillais avec les ingénieurs de logiciels et avec 2 pro sim racers. Il y a des gars qui gagnent leur vie en faisant des courses sur simulateur. C'est pas mal ça. Ils gagnent plus que moi. Soit dit dans le coin. Bon, mais donc j'ai appris énormément sur les simulateurs et on fait ça. Mais malheureusement, parce que notre produit est complètement différent. Le meilleur produit pour le simulateur aujourd'hui, c'est iRacing. iRacing, il n'y a pas de question. Et notre produit, nous, est beaucoup plus... D'abord, il est gratuit.
Et il est destiné à tout le monde. Que ce soit le jeune qui veut jouer avec sa console ou celui qui veut avoir un simulateur. Et en fait, quand on a fait vraiment du réalisme, on a perdu des clients plutôt que gagner. Donc une décision a été faite pour qu'on revienne vers quelque chose de plus arcade. Et donc moi, j'ai dit ok, j'ai plus besoin de faire ça. Donc j'ai toujours le titre, mais ça fait 2 ans que je n'ai pas fait une séance d'essai de développement. Le titre s'était arrêté, puis ensuite il est revenu. Mais bon, si le simulateur vous intéresse, iRacing c'est très bien. J'ai une question là, ici. Ta montre, Oui. ça a quelque chose à voir avec la voiture? Oui et non. C'est une Garmin 920 XT, c'est une montre de triathlète, mais je l'utilise aussi dans la voiture. Puisque, comme je dis, c'est le côté physiologique et physique est quelque chose qui m'intéresse comme le reste de la voiture. Et donc, Tu m'as montré d'ailleurs des enregistrements. Donc je porte toujours une strap pour avoir ma fréquence cardiaque qui se transmet par la montre et qui est aussi intégrée sur la même caméra que j'utilise à l'intérieur. Et je pousse très fort mes élèves et mes copilotes à faire la même chose, comme ça je peux voir où ils en sont et je peux les engueuler parce qu'ils sont pas assez. Parce qu'avec la fatigue, on perd de la performance et on commence à faire des erreurs, tous. Donc on est dans un environnement très chaud, avec beaucoup de stress, on a un casque, on a un truc. Alors il y a des gens qui mettent des coups de sucre, mais bon, ça tombe en panne, ces choses. C'est un système de circulation d'eau fraîche sur le corps, et ça marche bien, et l'eau se réchauffe partout. Et du coup, après, on a de l'eau chaude qui tourne, donc c'est marrant. Moi, personnellement, j'en ai jamais porté un, sauf pour l'essayer une fois. Et c'était. L'avant-dernière question. Merci. Non, c'est aussi un commentaire. Est-ce que vous avez vu le film sur Ron Howard avec Sonic Lola? Rush. Ah, c'est Oui, génial. Rush. Mon film préféré. Formidable, non? C'est magnifique. Dans mon automobile, c'est un super film. Oui, tout à fait. Non, d'abord parce que c'est 100% authentique. C'est 100%. C'est la seule chose qu'on regrette tous dans le monde, c'est qu'ils continuent, ils insistent à faire des tournages de voitures à vitesse très limitée. Ouais. Et ensuite ils essaient de l'accélérer et tout. Et bon, c'est dommage parce qu'on pourrait tout à fait le faire beaucoup plus près de la réalité, de façon très sûre. Mais le monde cinématographique ne comprend pas ça. J'ai fait beaucoup de travail aussi sur les productions de publicité, etc. Ils sont toujours comme 2 ronds de flanc. Ouais. J'étais allé à Comoros, ils avaient pris 3 jours pour s'entraîner, pour mettre la voiture en dérapage à peu près là où est la porte, on va dire. Et c'était un truc à peu près 6 fois comme ça. Moi, je demande, vous voulez que je m'arrête avec les pneus comme ça ou comme ça? Vous pouvez faire ça? Je dis oui, puis bon, on peut faire un slalom ici, etc. Bon. C'était le vendredi, c'était pour le lundi, ils avaient pris 3 jours. À 2h de l'après-midi, j'étais dans l'avion pour rentrer à la maison. Je suis revenu le lundi d'après, parce qu'on avait fini. Ils n'ont aucune idée, parce que la plupart des cascadeurs, des pilotes de tout ça, n'ont pas la formation de professionnels. Alors ils sont très sûrs, ils font un tas de choses et tout, et ils font du bon boulot. Mais d'ailleurs, il y a quelques-uns qui ont fait la transition. J'ai 2 copains qui habitent à Los Angeles et qui font ça. Rush, super, mon film favori, moi, Niki Lauda, c'était mon héros. Ça, c'était mon héros, Niki Lauda. James Hunt. Une dernière question. Est-ce que vous avez fait des publicités pour Red Bull ou non? Non, j'avais fait publicité pour Red Bull, non. Peut-être que ça viendra un jour, mais bon, pas vraiment. J'en vois pas très souvent. et je reste. J'essaie de travailler avec des produits dans lesquels vraiment je crois. Ah d'accord. Par exemple. Carmen. Oui, c'est ça. Ok. Écoute, merci Nico, c'est super. On va passer un moment agréable, vivant et instructif. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On peut continuer.